Nous allons donc accueillir maintenant Frédéric Boyer, qui est écrivain, traducteur et éditeur. Frédéric Boyer a publié une quarantaine de livres aux éditions POL, puis aux éditions Gallimard, dont les plus récents sont Le Lièvre en 2021, La langue fait battre mon cœur aux éditions Jocasseria en 2022 et Si petite en 2024. Et Frédéric va nous lire de ses traductions du Souci de la Terre de Virgile, paru chez Gallimard en 2019. Auparavant, Frédéric Boyer a dirigé le chantier de la traduction de la Bible confié à un ensemble d'écrivaines et d'écrivains et d'exégètes. Donc ce volume a paru en 2001. Frédéric a traduit Les Aveux d'Augustin en 2008, La tragédie du roi Richard II de Shakespeare en 2010, Les Sonnets de Shakespeare en 2010 aussi, le Kama Sutra en 2015, donc Le Souci de la Terre en 2019 et plus récemment Les Évangiles en 2022, à paraître une traduction de Hamlet commandée par la Comédie Française qui sera montée l'année prochaine et qui sort chez Gallimard dans quelques mois. Frédéric Boyer. En écoutant Blaise et en réfléchissant, il y a quelque chose dans le livre là, qui a été fait, et c'est un peu ce que tu as dit aussi, mais qui montre finalement combien cette œuvre, les géorgiques, donc que j'ai traduit Le Souci de la Terre, qui pour moi est une traduction littérale de Georgikos en grec, voilà, et qui a donné le mot latin, puisqu'en grec ergon, voilà, qui donne gay ergon, donc c'est le travail, le souci, le soin, l'attention portée à la terre, voilà, donc j'ai tenu à traduire le titre. Vous remarquerez que on traduit très peu les titres des œuvres anciennes, voilà, comme si, mais je pense qu'au contraire, c'est très important de traduire. Je suis un peu un spécialiste de ça, je me fais souvent engueuler à cause de ça, mais je pense que traduire les titres, c'est quelque chose d'important aussi dans le travail de traduction. Mais là, c'est une digression, pardon. Donc, non, mais vous verrez que dans ce livre, Les Géorgiques de Virgile, qui se présente de façon assez ordonnée en 4 livres. Bon, peut-être on en parlera après, parce que s'il y a quelques questions après. Moi, ce qui m'a frappé, ce qui m'a plu, et ce qui fait écho avec le travail ici, qu'on vient de voir et qu'on a écouté, c'est qu'il y a un côté collage dans les géorgiques. Voilà. Il y a un côté collage, d'abord de tas d'inspirations textuelles, mais aussi de vision, mais aussi de dimension du monde, hein, et aussi de dimension historique et même politique du monde, hein, puisque on parle des guerres civiles dans les géorgiques, comme on parle pas seulement des cultures des champs, on parle aussi des guerres civiles, on parle de toutes petites choses, on parle de la situation du poète aussi, on parle de plein de choses. Et là, bon, je vais vous lire un peu au hasard des passages de la traduction, et vous verrez qu'on passe de dimensions différentes à d'autres, un peu comme de pièces comme ça, qui sont à la fois rapportées, et qui, à mon sens, sont unies par un projet dont on parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, mais là, j'ai trop parlé, donc je vais lire. Alors, un peu au hasard, c'est un peu calculé, mais j'espère faire entendre, effectivement, qu'on passe à des rythmes et à des dimensions différentes. On parlera peut-être de la traduction. J'ai trouvé que la traduction anglaise là était très bonne, sauf au début Parkis là pour les abeilles. C'est pas les abeilles parcimonieuses, je sais pas comment ils ont traduit en anglais là. C'est les abeilles rares. C'est très important puisque bref, on en parlera tout à l'heure. Les abeilles. J'aime bien toujours quand on s'engueule, moi. D'ailleurs, je vais lire juste le début puisque il a lu, donc je lis ma traduction. Quoi faire pour le bonheur des champs? Sous quelle étoile la terre retourner, Mécène? Et aux ormeaux attacher les vignes comme il faut? Quel souci des vaches? Quel entretien pour obtenir des troupeaux? Et pour les abeilles rares, quelle expérience? C'est ici mon chant qui commence. Printemps neuf, confond l'eau glacée des montagnes blanches. Le vent défait le sol poudreux. La charrue déjà plantée, le taureau commence pour moi à gémir
et le soc râpé par le sillon à reluire. Oui, ce chant, pour répondre à l'avidité du paysan, a 2 fois le soleil et 2 fois le froid éprouvé, jusqu'à donner d'immenses récoltes, à faire craquer les greniers. Mais avant de fendre par le fer une plaine inconnue, prendre le temps d'étudier les vents et les caprices du ciel, l'art des cultures locales et ancestrales, ce que chaque région accepte ou refuse de produire. Ici, des blés. Là, bonheur des raisins. Ailleurs, je vois rien, c'est pour moi. Ailleurs, pousse d'arbres, ou désordre de graminées vertes. Souvent, la petite musaraigne a élu domicile sous terre et fait ses réserves. Ou, prisonnières de leurs yeux, les taupes y ont creusé leur lit. Ou, découvert dans un trou, il y a le crapaud. Autant de monstres que les terres abritent, charançons, fourmis, craignant une vieillesse dépourvue qui dévaste un gigantesque monceau de blé. Beaucoup de choses se feront mieux par une nuit glacée, ou sous un soleil neuf, quand l'Orient couvre de rosée les terres. Les chaumes légers, c'est la nuit. Les prés secs, c'est la nuit qu'il se fauche le mieux. Les nuits ne manquant jamais d'une humidité tenace. Veiller longtemps au feu tardif d'une lumière hivernale, et avec un fer aiguisé tailler des torches, pendant que son épouse, dont le chant console du long travail, fait courir le peigne bruyant sur les tissus, ou fait réduire à feu doux une liqueur de vin sucré dont elle écume avec une feuille le liquide bouillant. Mais au milieu des grandes chaleurs, faucher la moisson mordorée. Au milieu des grandes chaleurs, battre sur l'air les blés secs, nus labourés et nus semés. L'hiver, le cultivateur pourra paresser. Pendant les froids, les paysans profitent de la plupart de leur production et dans la joie préparent à tour de rôle des festins. Ça me fait rire, ça. Vous avez une vision un peu... Bon, voilà. Et alors, après, vous verrez, là, il y a quelque chose... Chaque livre, il y a 4 livres, chaque livre se termine par une catastrophe. Le premier livre se termine par l'évocation de la guerre civile, après la mort de César. Le deuxième livre se termine par une sorte d'ouragan qui dévaste les cultures, les vignes, etc. Le troisième livre par une épidémie qui dévaste les troupeaux. Et le quatrième livre il se termine par la mort d'Orphée, donc c'est ce qui est quand même aussi... Mais il commence aussi par la mort des abeilles. Hein, donc c'est... Que dire des tempêtes et des constellations automnales quand déjà le jour raccourcit et les chaleurs faiblissent? À quoi doivent s'occuper les hommes? Ou quand s'enfuit le printemps, faiseur de pluie, que les épis à moissonner hérissent les champs, que sur les tiges vertes les grains laiteux s'épaississent? Moi, souvent, quand dans les champs jaunes, le paysan fait entrer le moissonneur et déjà fauche les blés aux chaumes fragiles, j'ai vu des vents livrer bataille, déraciner un champ entier, le pulvériser. Et dans un tourbillon noir, l'orage emportait le chaume léger et la paille volante. Et souvent du ciel venir d'immenses trompes d'eau et d'horribles orages, des pluies noires s'abattre des nuages amassés au-dessus de nous. Le ciel vertigineux s'effondrer, noyer dans une gigantesque pluie les blés riants et les efforts des bœufs. Les fossés se remplir, les fleuves profonds grossir avec fracas, et la mer démonter, bouillonner dans ses détroits. Le Père lui-même, au milieu d'une nuit de nuages, de sa main droite étincelante, brandit la foudre, et de ce geste fait trembler la terre immense et s'enfuir les bêtes sauvages. Quand chez les populations, une obscure terreur terrasse les cœurs mortels, lui, de son trait enflammé, frappe l'Athos ou le Rhodope ou les monts Céroniens. Les vents redoublent, pluie drue, forêts et rivages hurlent sous le vent violent. Et la guerre civile, quand même, c'est pas mal. Oh, du ciel entier, la Germanie a entendu le fracas des armes. Les Alpes ont tremblé de secousses inhabituelles. On a entendu un peu partout dans les bois silencieux une voix énorme, aperçue dans l'obscurité de la nuit des formes stupéfiantes. Fantômes pâles, des animaux se mettre à parler, les fleuves s'immobiliser, les terres s'entr'ouvrir.
Et dans les temples, l'ivoire triste des statues pleurait, le bronze suait. L'Éridan, roi des fleuves, ensevelit les forêts dans ses tourbillons. Course folle à travers champs, emporter les troupeaux et leurs étables. En ces temps-là, on n'a vu que menaces dans les entrailles de triste augure, du sang coulé dans les puits. Seuls les cris des loups hurlants déchiraient la nuit des grandes villes. Jamais nulle part la foudre n'avait autant frappé dans un ciel aussi calme. Et jamais on ne vit autant de fois de sinistres comètes briller. Et encore à Philippe, on a vu pour la deuxième fois les armées romaines s'affronter entre elles à armes égales. Et ceux d'en haut prendre plaisir à voir l'Hématie et les vastes prairies de l'Émus se repaître 2 fois de notre sang. Un temps viendra, alors, dans ces lointains pays, où le paysan labourant la terre tombera sur des javelots rongés par une mie, par une rouille atroce, cognera de ses lourds râteaux des casques vides et verra stupéfait de grands ossements sortir de tombes qu'il aura défoncées. Alors c'est un passage qu'a lu aussi Blaise tout à l'heure. Enfin, je pense, oui. Les arbres s'élèvent spontanément jusqu'aux bordures du ciel et poussent heureux et forts. Même improductifs, oui, n'ayant pour eux naturellement que la terre. Mais qu'on les greffe ou les transplante en creusant des trous, ils se dépouillent alors de leur naturel sauvage et s'adaptent sans tarder à tous les artefacts que tu inventes. Comme séparer plein champ les bourgeons inutiles sortis de racines profondes, car sous l'ombre des hautes frondaisons et des rameaux maternels, ils perdent leurs fruits qui se dessèchent en naissant. L'arbre né d'une semence pousse d'abord au hasard, avec lenteur, pour ne donner de l'ombre qu'à nos très lointains petits-neveux. Et ces fruits dégénèrent finalement et perdent leur saveur originelle. La vigne porte d'horribles grappes que rapinent les oiseaux. Alors, consacrez du travail à tous alignés dans un sillon pour être cultivés avec beaucoup d'efforts. Oui, les oliviers se répliquent mieux à partir de troncs, les vignes à partir de provins, les myrtes de Paphos à partir d'un bois massif. Et naissent ainsi d'une bouture le grand frêne, les solides coudriers et l'arbre ombrageux qui fait la couronne d'Hercule, les glands du père de Chaonie, et aussi le grand palmier ou le sapin qui connaîtra les hasards de la navigation. On greffe aussi la noix sur l'arbousier rugueux. Les platanes improductifs donnent des pommiers vigoureux. Ah, c'est pas sûr. Mais... Le hêtre a blanchi sous la châtaigne, le frêne sous la fleur blanche du poirier, et les porcs ont croqué des glands sous les ormeaux. Il n'y a pas une seule façon de greffer et d'écussonner. Les bourgeons sortent sous l'écorce pour rompre leur enveloppe, et là se crée une toute petite cavité dans le nœud, où enfermer alors le bouton d'un autre arbre pour lui apprendre à s'enraciner dans l'écorce humide. Ou inciser les troncs lisses et pratiquer avec des coins une veine profonde dans le bois plein et y introduire les boutures fertiles. Et sans attendre trop longtemps, un arbre immense a poussé vers le ciel avec ses lourds rameaux. Et stupéfait, on découvre de nouveaux feuillages, des fruits qui ne sont pas les siens. Alors ça, c'était le... Non. Alors ça, c'est un autre aspect encore, une réflexion un peu sur la vie idéale à mener et sa critique de la vie politique de l'époque. Heureux qui a pu apprendre les choses, les causes. Heureux qui a pu apprendre des choses, les causes. Dominer toutes ses peurs, le destin inexorable, le vacarme de la mort avide. Quelle chance de connaître les dieux des champs, et Pan, et le dieu ancien des forêts, et les nymphes sœurs. N'être ému ni au faisceau du peuple, ni à la pourpre des rois, ni par la discorde des frères parjures, ni par les conjurés d'As descendant le Danube, ni par les affaires de Rome, ni par les royaumes mortels. Ne pas souffrir d'avoir pitié du pauvre et d'envier le riche. Cueillir aux branches les fruits de la bienveillance volontaire des champs. Ne rien voir des lois sévères, du forum en délire, des histoires du peuple. D'autres s'acharnent avec des rames sur des mers sombres, se jettent sur les armes, font irruption dans les cours et les palais des rois. Un autre se lance dans la destruction d'une ville et des pauvres dieux du foyer pour boire dans du verre précieux et dormir sur de la pourpre de Tyr. Un autre cache des fortunes et se couche sur son or enfoui. Un autre s'extasie devant la tribune à s'étourdir. Un autre, bouche ouverte et saisi par les applaudissements redoublés du peuple et des sénateurs
qui montent des bancs du théâtre. D'autres jouissent d'être arrosés du sang de leurs frères. Et dans l'exil, changent de maison, quittent la douceur d'un seuil et se cherchent une patrie sous un autre soleil. Le paysan, lui, a fendu la terre avec le soc de la charrue. Le travail de toute l'année en découle. Il entretient sa patrie, les jeunes, les enfants, ses troupeaux de vaches, ses jeunes taureaux. Pas de repos. Dans cette vie mortelle et malheureuse, le jour le meilleur est toujours le premier à prendre la fuite. Les maladies rôdent, triste vieillesse, travail, jusqu'au rapt impitoyable de la mort cruelle. Mais oui, tous sur terre, humanité, bêtes sauvages, peuple de la mer, bétail et oiseaux colorés, se jettent dans la passion et dans son feu. L'amour est le même pour tous. Jamais lion, oublions ses petits, n'a crié plus cruel dans les plaines, ni indistinctement ours informe n'ont commis tant de meurtres et massacres dans les forêts. Sanglier en rage, tigresse pire encore. Hélas, terrible alors, d'errer dans les plaines solitaires de Libye. Tu ne vois pas comme un tremblement s'emparer du corps entier des chevaux à la moindre odeur ramenée par des vents connus? Ni les freins des hommes, ni les fouets cruels, ni les rocs, ni les trous ne les retardent, ni l'obstacle des fleuves qui charrient dans leurs eaux des pans entiers de collines. Même le porc des Sabins se rue, aiguise ses crocs, gratte la terre du pied, frotte ses flancs contre un arbre, et de chaque côté endurcit ses épaules au mal. Et le jeune garçon, les os retournés par le grand feu d'un amour violent, eh bien, dans le détroit agité par de brusques rafales, il nage tard dans la nuit aveugle, quand au-dessus de lui tonne l'immense porte du ciel et que hurlent les eaux déchiquetées sur les récifs. Même ses malheureux parents ne peuvent le rappeler, ni la jeune fille qui mourra après lui d'une mort cruelle. Et les lynx mouchetés de Bacchus, et la race acharnée des loups, celle des chiens et les cerfs pacifiques qui se font la guerre. Mais le plus saisissant, c'est la fureur des juments. Vénus elle-même en a donné l'idée avec Glaucus démembré par les mâchoires de son quadrige de Potnie. Jument que l'amour a conduit au-delà du Gargare, au-delà de la Scagne bruyant, capable de franchir les montagnes et traverser les fleuves à la nage. Aussitôt, dès que la flamme s'empare de leur moelle, avide, au printemps plutôt. Oui, parce qu'au printemps, la chaleur revient dans les eaux, et toute la bouche tournée vers le vent, debout sur des roches élevées, prennent les douces brises. Et souvent, sans aucun accouplement, elles sont engrossées par le vent. Pas mal, hein, ça. Bon, je sais pas, là, je finis un truc, puis voilà, je finis une dernière. Les abeilles, allez, je fais les abeilles, après un petit bout d'abeilles. Mais si tu redoutes la dureté de l'hiver, si tu ménages le futur et prends pitié de leur vie meurtrie, la vie des abeilles, de leurs biens dévastés, eh bien, pourquoi hésiter à faire brûler du thym, à enlever les cires vides? Car souvent, ni vu ni connu, un lézard a rongé les rayons, et les pièces se sont remplies de blattes fuyant la lumière. Égoïste, assis à la table d'autrui, un bourdon ou un cruel frelon s'est introduit par des armes inégales. Ou l'espèce funeste de la teigne ou l'araignée, odieuse à Minerve, a suspendu aux entrées ses larges toiles. Plus les abeilles auront été laminées, plus toutes s'acharneront avec plus de passion encore à réparer les ruines de leur espèce tombée. Elles garniront leurs cellules et de fleurs entrelacées orneront le grenier. Mais puisqu'aux abeilles aussi la vie apporte les malheurs qui sont les nôtres, et si d'une triste maladie languissent leur corps, tu pourras désormais l'apprendre à d'indubitables signes. Soudain, les malades prennent une autre couleur. Une horrible maigreur déforme leur visage. Elles sortent de leur toit, les corps privés de lumière, et conduisent de tristes funérailles. Ou d'autres, attachés par les pattes, pendent aux portes ou à l'intérieur, dans leurs chambres closes, toutes temporisent, engourdies par la faim, paraissent à cause du froid pinçant. On entend un son plus lourd, elles bourdonnent en traînant comme parfois dans les forêts murmure le vent froid, comme le son lancinant de la mer agitée dans le ressac des eaux, comme bouillonne le feu rapide dans les fours clos. Bon, voilà, après il y avait Orphée, mais on va pas faire Orphée.
Et je repense à la préface que tu as écrite, qui est comme une sorte de poème en prose qui vient s'articuler au poème de Virgile. Et je repense aussi à ce que tu disais, Blaise, sur les listes. Et à un moment, tu évoques le fait que Virgile aussi dresse des listes. Et puis, tu cites Charles Reznikov. Et Reznikov qui dit, donc le poète américain, qui dit « Je n'ai pas inventé ce monde, je l'ai senti ». Et je voulais savoir, ça m'a intrigué, parce que tu dis dans la préface, rassembler Reznikov et Virgile, ça peut paraître audacieux, mais en fait, ça marche. Un peu comme ça, mais ça marche. Non, de toute façon, il y a un côté, c'est un peu provocant de dire ça, mais il y a un côté de poésie un peu objective chez Virgile. D'abord parce que ça comment dire, ces modèles et ces sources, c'est des modèles encyclopédiques de l'époque, Hésiode, puis d'autres, voilà. Et donc il part de ça et il va détourner complètement, quand même, je trouve, l'objet, en tout cas initial, qui était d'écrire un peu une histoire une sorte de compendium sur les arts agricoles, l'élevage, la culture des villes. Et il va transformer ça, effectivement, avec une sorte de sensibilité poétique. Et effectivement, donc, il prend des listes, et les listes, il y a des listes d'arbres, comme l'a dit Blaise, il y a des listes de travaux à faire, il y a des listes d'animaux que l'on rencontre, il y a des listes d'outils aussi, voilà, il y a des listes d'actes à réaliser auprès des troupeaux, auprès des cultures. Et donc, il y a ce côté comme ça à la fois encyclopédique, mais qui est détourné de façon poétique. D'abord, c'est vrai que j'ai lu des choses très différentes pour montrer qu'en fait, il passe. Voilà, d'abord, il va très loin parfois comme on a vu là, sur l'histoire des juments qui s'accouplent par un coup de vent, qui est en fait une espèce de savoir mythologique qu'il n'hésite pas à intégrer à quelque chose qui se voudrait un peu scientifique, en tout cas, scientifique à l'époque. Et il mélange les genres, il mélange les choses, et finalement, ce qui est très beau, c'est que, pour revenir à Reznikov, c'est que ce texte est capable aussi de s'arrêter. C'est ce qu'il dit, un cultive de petites choses, intéresse-toi à ce qui est minuscule. Et effectivement, il y a plein de, j'en ai lu quelques-unes, là, il y a plein de passages de ce texte qui sont tout d'un coup des focalisations extrêmement comme ça, descriptives, objectives, comme ça, sur des petites choses, une musaraigne, une souris, un crapaud, une plante, ou un sentiment même. Et le texte, comme ça, prend une autre ampleur. Merci beaucoup. À plusieurs reprises dans la préface, tu parles de désœuvrement, d'une poétique du désœuvrement. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus D'abord parce que le livre finit, le quatrième livre finit sur un texte que moi je trouve très ironique, qui n'a pas toujours été par les critiques, par ceux qui ont étudié le livre, toujours considéré comme ça, mais je pense que c'est vraiment un texte ironique sur Auguste, c'est Octave qui devient Auguste, qui devient empereur, et qui lui dit, voilà, parce que c'est un livre qui est à la gloire de César, à la gloire des Césars et du César qui est en train de mettre fin à la République et de fonder l'Empire romain. Alors à la gloire évidemment des grandes conquêtes. Et lui dit, mais reprenons les bucoliques, lui dit, mais moi, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, c'est de rester sous l'ombre d'un arbre, contempler la nature, et voilà. Et c'est la première, enfin c'est la seule apparition du mot dans le livre. À la fin, c'est le mot osium en latin, qui veut dire, alors l'osium c'était quoi, on voit pas, alors là c'est à la fois politique, c'est à la fois, c'est ce temps c'est pas un temps de repos, mais c'est un temps de césure, en tout cas où on ne participe plus à la guerre, où on ne participe plus au commerce et aux affaires, mais un temps qu'on prend pour soi, pour se cultiver, pour se reposer, enfin, c'est un temps donc c'est un temps effectivement à la fois de divertissement au sens presque littéral et de dessaisissement. Et, voilà. Et en fait, ce livre est écrit aussi pour ça. Voilà. C'est un peu politiquement, ce livre est assez intéressant parce qu'il oppose ça à effectivement le passage que j'ai lu là contre le forum, contre la vie politique et les guerres et les violences aussi. Voilà. Il y a une intention politique dans ce livre qui est très forte. Voilà. Et donc,
c'est un peu une valorisation de l'osium, sachant que l'osium a plusieurs valeurs dans le monde latin. Mais en tout cas là, c'est presque un osium poétique, voilà. Et aussi politique, mais poétique. Voilà. Et voilà, donc ça finit là-dessus. Et tout le livre, comme si tout le livre aboutissait à ça, en quelque sorte. Voilà. Et pour moi, il définit sa tâche de poète par cette question de l'osium. Tu parles de la traduction dans la préface, et ce qui d'ailleurs me fait penser à la manière dont Blaise et Michael parlaient du projet, et tu dis il faut parler, en fait les textes anciens ont quelque chose à apprendre de nous, notre tâche est de leur parler de nous, c'est-à-dire l'actualisation par la traduction des textes anciens avec un renversement, c'est-à-dire quand on traduit le texte, on parle au texte de nous. Et je voulais savoir si tu pouvais nous en dire un petit peu plus, comment tu vois les choses. Non, mais après tu le dis bien, parce que je ne sais pas si je l'ai dit aussi bien. C'est ça. Non, mais en tout cas, moi c'est ce que j'essaie de faire dans les traductions. De toute façon, la question de la traduction c'est un art de l'échec, de toute façon. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vouloir produire quelque chose comme ça, là, qui serait... on échouera de toute façon. Et ensuite, la traduction, c'est... Non, et donc c'est important. Et ensuite, le travail de traduction, c'est un travail réciproque. C'est-à-dire que, bien sûr que lorsque je traduis un texte comme ça ancien de plus de 2000 ans, je fais passer ce texte et la langue dans ma propre langue et dans ma propre conception poétique, même syntaxique, etc. de la langue, effectivement, bien sûr. Mais en même temps, et ça je crois beaucoup à ça, traduisant, le texte ancien m'informe. C'est-à-dire qu'il va agir même sur ma propre façon d'écrire. Et ça n'est pas vrai qu'une traduction, une traduction est touchée par son propre travail. C'est-à-dire que traduire un texte ou une langue autre, eh bien, ça va influer, ça va agir sur votre propre rapport à la langue, votre propre façon d'écrire. Et alors, plus largement, effectivement, au-delà de la traduction, l'intérêt et c'est effectivement, le travail de Blaise, là, par exemple, on peut dire que c'est aussi ça, c'est-à-dire que il va chercher quelque chose dans le texte ancien, voilà, qui touche quelque chose qui lui est propre, mais en même temps, le texte, c'est que le texte l'a touché aussi, donc il y a quelque chose de réciproque qui se met en place, et ça s'appelle la culture, voilà. Ça s'appelle presque même une civilisation. En tout cas, la civilisation romaine, elle s'est construite comme ça, par un travail de traduction, de translation, et même de paraphrase de tout le continent hellénistique, et en inventant quelque chose, voilà, en inventant quelque chose, c'est pas ça. Et bien, évidemment, il faut continuer à faire pareil. Alors j'ai une dernière question, parce que on pourrait continuer longtemps, mais j'imagine que peut-être que certaines personnes en ont, et puis sans doute voudront-elles aussi discuter avec vous. Alors c'est une question intéressée. Tu dis à un moment, je commence à rêver, tu dis il faudrait se réunir un soir, je crois que c'est page 23, grosso modo, c'est tout le passage de la préface où Frédéric évoque un texte de chant, un texte qui est fait pour être chanté, et tu parles aussi du moment où on sait que Virgile l'a chanté, ce texte, et tu dis il faudrait se réunir un soir, non plus je vois pas grand chose, pour chanter et non pas lire ce texte, pour chanter l'intégralité de ce texte. Mais par ailleurs, tu parlais d'Orphée, non, je ne vais pas t'obliger de te contraindre à chanter. Oui. Comment est-ce que tu envisagerais cette soirée chorale? Non, déjà, je ne sais pas, non, c'est pas à moi de faire ça, mais il y a quand même des gens, non, mais par exemple, en tant qu'éditeur, je publie les traductions de quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Lascoud, les traductions d'Homère. C'est quelqu'un qui fait ça, quelqu'un qui chante le grec. Ah bon. En tout cas, quand il fait une lecture en grec, c'est une véritable mélopée, quoi, voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment la mélopée des Grecs? Je m'avancerai pas. Mais en tout cas, il est très sérieux. Et quand il fait ses propres lectures, c'est pareil. Et sa traduction est une traduction en écho très rythmée et ponctuée d'exclamations, d'incises, et quand il lit, c'est assez extraordinaire. Alors, beaucoup de gens après disent, mais ça, c'est pas vrai, c'est pas dans Homère. Alors, et effectivement, quand on lit le texte latin aujourd'hui, on ne se rend pas compte que ce texte-là était dit. Mais
ils étaient dits presque, ils étaient, oui, rythmés. En fait, c'était un véritable chant, en tout cas, c'était une espèce de mélodie de lecture qui était... Et ces textes-là étaient lus en public, voilà, et aussi, alors ça c'est un autre sujet, mais qui rejoint un peu ça, c'est que ces textes avaient aussi une fonction et une réception politique, j'entends politique au sens très large, voilà. C'est-à-dire que le poète, voilà, c'était pas comme aujourd'hui, mais en tout cas, et cette fonction du chant dans la société, elle était très très importante. C'était effectivement. Donc, alors je dis peut-être il faudrait effectivement réussir à faire des lectures où tout d'un coup on entende quelque chose de ça. Parce que quand il. Je sais pas, quand il est. Je sais pas, mais c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose dans ces textes. On passe à côté si on ne comprend pas qu'il s'agissait de décrire le monde, ou plutôt la fonction de ces textes était de s'approprier le monde, voilà, vraiment. Voilà, et donc ça se partageait, voilà, donc effectivement. Un vent épais s'est acharné depuis les rivages du Grand Nord, dispersant les hivers de City et les nuages secs. Voilà, les hautes moissons et les vagues des champs tremblent sous des vents légers, les cimes des forêts bruissent, les flots augmentent et accablent les côtes. Le vent vole, balayant dans sa fuite à la fois les champs et les mers. Le cheval est en sueur aux confins des lys. Bref, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est un peu un cinéma, qu'il fallait partager. Et ça se partageait par la voix. Voilà. Mais on a ce rapport-là à la littérature. Alors, d'abord, toute une certaine poésie contemporaine depuis longtemps le retrouve d'une certaine façon, mais autrement, dans d'autres lieux et d'autres enjeux. Mais ce rapport à la voix et au chant, le texte comme ne pouvant être que physiquement voilà, chanté, crié, dit, là on a un peu perdu ça quand même. Donc je dis ça, mais je n'ai pas idée de comment faire ça. Peut-être lors d'une prochaine soirée ici. Merci infiniment Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions peut-être parmi le public? Ou est-ce que tu veux finir par la lecture d'Orphée, que tu hésitais ça va être bien. Ça va vous emmerder. Non, ça va pas nous emmerder. Ce qui est très drôle, hein, c'est pas drôle d'ailleurs, cette histoire d'Orphée, puisque ça ne devait pas être la fin du livre. Hein. C'est la fin du livre, ça ne devait pas être la fin du livre. La fin du livre était un hommage à Octave, à Mécène, pardon, et à Mécène et à un, alors je m'en peux plus parce que ça fait quand même quelques temps que je travaille dessus, un général grec, non un général romain pardon, qui était proche de Mécène et qui était en Égypte. Ce général est tombé en disgrâce et donc Octave, pardon, qui devient Auguste, a demandé. Parce que le fait d'être politique, en tant que poète, évidemment, ça a des ennuis. C'est que donc Virgile a dû retirer son hommage final et trouver une autre fin à son poème. Eh bien, pour une fois, on peut dire bravo à la censure politique, parce que il a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Il a rattaché la légende d'Orphée à cette mort des abeilles, et il finit donc son texte, enfin, avant de finir juste sur cet épilogue sur lui et sur l'Ossium, il finit son texte sur la mort d'Orphée. Cet Orphée malheureux qui appelle sur toi ce châtiment que tu ne mérites pas, à moins que ne s'y opposent les destins, et qui se déchaîne avec cruauté à cause de sa femme perdue, qui a fui, tête baissée, le long de la rivière. La jeune femme n'a pas vu devant ses pieds, dans les hautes herbes, une hydre énorme qui gardait la rive. Elle en est morte. Cœur des filles de son âge, cri immense sur les sommets des montagnes et les cimes du Rhodope. On pleurait les hauteurs du Pangée, et la terre guerrière de Rhésus, et les Gètes, et l'Èbre, et Eurytie, l'Attique. Et lui, pour soulager de sa lyre vide son amour malade, seul avec lui-même sur les rivages déserts, c'est toi qu'il chante, femme douce. Toi et le jour vient, toi et le jour meurt. Il descend dans les gorges du Ténard, passe par les portes lointaines de Pluton, et dans l'obscure forêt d'une épouvantable noirceur, va trouver des morts le roi terrifiant. Cœur jamais adouci par les supplications des hommes. Mais du fond des séjours de l'Érèbe, ému par son chant, montent les ombres ténues, fantômes privés de lumière. On dirait 1000 oiseaux cachés dans les feuilles et chassés des montagnes par le soir ou une pluie d'orage. Mère, Marie, corps défunt de nobles héros, enfants,
jeunes vierges sans époux, jeunes gens jetés aux flammes sous les yeux des parents, tous encerclés par la boue noire, les roseaux difformes du cocyte, par le marais horrible et son eau morte, retenus et 9 fois prisonniers des boucles du Styx. Oh, stupeur, stupeur dans les maisons, dans les profondeurs létales du Tartare, chez le Euménide aux cheveux entremêlés de serpents azurés. Cerbère, béant, retient ses 3 gueules, et la roue d'Ixion s'arrête avec le vent de tournée. Déjà revenant sur ses pas, Orphée a échappé à tous les dangers. Eurydice lui est rendue et s'approche de l'air extérieur. Elle le suit derrière, car Proserpine avait imposé cette loi. Soudain, l'imprévisible amant devient fou. Bien pardonnable pourtant, si les morts savaient pardonner. Il s'arrête. Son Eurydice est déjà sous la lumière. Il oublie tout, hélas, vaincu par le désir, et se retourne pour la regarder. Tous ses efforts anéantis. Le pacte conclu avec l'abominable tyran est rompu. Triple explosion sur les eaux stagnantes de l'Averne. Et elle, quoi? Qui nous a perdus, demande-t-elle. Et moi, la malheureuse, et toi, Orphée? Quelle folie si violente! Les destins cruels me rappellent en arrière. Le sommeil éteint la lumière flottante de mes yeux. Adieu, adieu maintenant. Je suis ramené à la nuit gigantesque qui m'encercle. Hélas, moi qui ne suis plus à toi, les paumes impuissantes de mes mains tendues vers toi, dit-elle, hors de sa vue soudain, qui s'enfuit à l'opposé comme une vapeur mêlée au souffle ténu. Lui en vain veut attraper les ombres et lui dire tant de choses encore, mais il ne la voit plus, et le passeur de Pluton n'entend plus qu'il traverse le marais qui les sépare. Que faire? Où se tourner quand Que faire? Où se tourner quand 2 fois sa femme fut enlevée? Par quelles pleurs émouvoir les morts? Par quelles paroles les dieux? Elle flotte déjà glacée dans la barque du Styx. On raconte que lui passe 7 mois entiers à pleurer sans arrêt sous une falaise suspendue au-dessus des flots déserts du Styrmon, déroulant son chagrin dans les antres gelés. Tigres adoucis, chênes émus par son chant, comme sous l'ombre des peupliers, Philomèle affligée se plaignant d'avoir perdu ses petits, qu'un dur laboureur à l'affût avait, encore sans leurs plumes, arraché du nid. Toute la nuit elle pleure, et sur une branche elle reprend son chant malheureux, et de ses gémissements funèbres elle remplit l'immensité lointaine des lieux. Aucun amour, aucune étreinte pour toucher son cœur. Solitaire, Orphée traverse glace, neige, chant jamais débarrassé du froid. Obsédé par le rapt d'Eurydice, il se plaint du ton avorté de la mort. Et des femmes, prenant pour du mépris cette plainte, une nuit au cours d'orgies sacrées en l'honneur de Bacchus, déchiquettent le jeune homme, dispersent ses restes au loin dans les champs, et même encore une fois, sa tête arrachée à la blancheur de son cou qui roulait dans le gouffre, emporté par le fleuve. Eurydice, appelait sa voix et sa langue glacée. Eurydice, une fois sa vie enfuie, malheureuse Eurydice, et le long du fleuve sur les rives, l'écho répétait Eurydice, Eurydice.